Aujourd'hui, j'interview Idriss, alias Doc Anticancer sur Instagram. Il est médecin oncologue et il va aujourd'hui nous donner ses meilleurs conseils en matière de cancérologie. Que faire pour les éviter au maximum? Comment vivre avec un cancer? Aussi, il nous parlera de sa profession en nous indiquant comment fait-il pour annoncer une maladie à un patient. Comme d'habitude, je lui ai préparé un petit jeu. J'ai repéré les pires clichés sur les cancers et il devra me répondre un faux ou un tox. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Idriss dans ta première consultation. Bonjour Idriss, Salut Anthony. merci beaucoup de me donner du temps pour ce podcast. Je suis très content de t'accueillir. On a été recommandé par une abonnée qui a commenté ton nom dans la publication pour le podcast sur Léa. Donc je suis très content que les abonnés me recommandent des personnes à interviewer. Ça me fait très plaisir. J'aime bien commencer ces interviews par une petite présentation. Et en général, je donne à mes invités un mot et ils essayent de broder autour de ce mot en se présentant rapidement leur profession et puis leur compte Instagram. Alors, pour toi, j'ai choisi le mot crabe. Peut-être que ça va, ça va te, C'est la- Ah oui, ça me rappelle, bah, bien sûr, le crabe, c'est la symbolique du cancer. ouais. Et en effet, je travaille au quotidien avec des patients qui sont atteints de cancer. Donc, je suis oncologue radiothérapeute. Je fais donc l'oncologie radiothérapie, où il y a, ça c'est vraiment mon corps de métier, c'est ma spécialité. Et j'ai aussi un desk de traitement médicaux des cancers qui me permet de faire de l'hôpital de jour, de chimiothérapie, d'immunothérapie, de thérapie ciblée, des anticorps conjugués, donc tous les traitements contre le cancer, l'hormonothérapie bien sûr. Donc c'est très complémentaire. Ça permet de prendre le patient en charge tant pour les traitements médicaux que pour les traitements par rayon X. Mhm. Et, euh, et outre les traitements curatifs du cancer, je me suis mis à faire un peu de prévention aussi sur les réseaux avec doc.anticancer. Où on retrouve aussi le crabe à nouveau. Euh, Exactement. et du coup, je connais pas très bien. Oncologie, c'est une spé, et tu as fait ensuite la radiothérapie ensuite, ou c'est vraiment le package oncologue radiothérapeute? Alors, en fait, à l'internat, on choisit oncologie. Ouais. Et après, normalement, il y a deux ou trois sous-spécialités. Et il y a l'oncologie radiothérapie ou l'oncologie médicale. Et, euh, Hmm. et après, donc, soit il y a des oncologues médicaux qui ne font que de la chimio, l'immuno, les thérapies ciblées, voilà. Et il y a d'autres oncologues radiothérapeutes qui font que de la radiothérapie. Et puis, il y en a qui font un mix des deux. Ok, très bien. Ouais, je connaissais pas du tout. Et toi, du coup, ce choix de carrière, il s'est construit petit à petit, ou c'est la médecine, ça a toujours été une vocation pour toi? Ça s'est construit comment, du coup, cette vocation? Alors, oui, en fait, moi, je viens de l'île de la Réunion à la base. Ok. Voilà, et mes parents sont médecins, mais pour autant, ils voulaient pas forcément que j'aille en médecine. Après, je pense que j'ai hésité avec d'aller soit en prépa HEC ou maths sup. J'étais en moyenne, j'étais pas un bon élève, mais j'étais un élève, on va dire, avec des notes à 14. Voilà, j'ai eu une Mhm. mention bien au bac. Et après, au final, après avoir discuté avec pas mal je suis allé rencontrer un peu les personnes, voir un peu pendant les vacances d'été, de découvrir un peu les métiers de médecin ou de gens qui avaient des entreprises et tout ça. Et c'est vrai que le métier de médecin me plaisait beaucoup. Ok. Et après, après il fallait subir cette première année de médecine qui a été très compliquée. Hein, Mm, mm, En mm. plus, je suis allé sur Paris. Moi, je venais de l'île de la Réunion. Je me suis fait, j'ai fait deux fois la première année de médecine. Et toi, c'était pas la Et PACES, hein, après, c'était le système précédent, du coup, j'imagine. ouais, c'était PCEM, mais c'est un peu comme la PACES. Hein, on était 2400 étudiants. Il y avait 300 qui étaient pris. Ouais, ouais, ok. Donc c'était un gros challenge, ouais. Bien sûr, ouais. Un gros challenge. Bon, après, hein, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que faut connaître bien ses leçons et puis faire les annales. Mm, mm, Et mm. plus on s'exerce, plus on a le temps. Je trouve que, en fait, quand on commence la première année, entre septembre et les premiers partiels, il y a très peu de temps, en fait. Mhm. C'est compliqué de tout connaître et parfois même on a des leçons début décembre qui vont tomber C'est vrai. à fin décembre et c'est pas facile de tout bien retenir ou de s'exercer ou de faire des annales
et les leçons sont à 3 semaines des partiels. Mmh. La deuxième première année, j'avais quand même plus de temps pour m'entraîner et ça a été mieux. Voilà. Et après, bah, j'étais à Paris 5, donc c'était une super faculté avec énormément de professeurs universitaires. C'est vraiment une très 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 belle université. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Je me suis fait plein d'amis et après, bah, il fallait repartir sur le concours d'internat. Là, ça, c'était aussi très difficile hein, parce que c'est plutôt des années 25, 20, disons, on est en 20, 20, disons 20, 23, 24, 25. Mmh. Et on est obligé de se remettre à fond. Il y a aussi des prépas. Alors là, on est dans les prépas le soir. Le matin, on est en stage. L'après-midi, on est à la bibliothèque. On c'est assez rythmé, hein, Ouais, bien très sûr. rythmé. Et j'ai eu un classement qui m'a permis d'avoir les spécialités. Et je suis parti en chirurgie, en fait, au En départ. chirurgie, d'accord. En chirurgie, Ouais, laquelle du parce que coup? je savais pas. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis parti même sur un truc chirurgie médico, un truc spécialité médico-chirurgicale. Je suis parti en ORL OK, d'accord. au tout début. Et en fait, j'ai pas rencontré disons dans mes choix de stage en ORL ou en chirurgie, j'ai pas rencontré des gens qui étaient épanouis ou qui étaient heureux de leur spé. Donc ça m'a très vite déchanté parce qu'ils m'ont pas transmis leur motivation. Et par contre, j'avais des internes en oncologie qui, eux, enfin, ils avaient disons, beaucoup de cours, beaucoup de congrès, j'aimais bien, on retrouvait la biologie cellulaire, il y avait les réunions de concertation pluridisciplinaire où on discutait beaucoup des dossiers. Et je trouvais que c'était vraiment, ouais, en tant que chirurgien, je venais dans ces réunions et je me disais, ah, mais en fait, je me verrais plus en oncologie. Et puis j'ai fait un droit au remords en deuxième semestre. Tu as fait un droit au remords, OK. OK, OK. Et ça se fait simplement ça se fait facilement quand même le droit au remords ou c'est quand même une galère, pour, Non, c'est pas trop une galère, hein. Disons, il faut que ce soit accepté, bien sûr, Mmh. hein, dans la faculté, que ton classement te Ah permette oui, d'accord, ouais. d'accéder à la spécialité que tu souhaites. Mmh mh. Et après, normalement, si le coordonnateur de DES accepte, bah, ça se fait. OK, génial. Et du coup, t'as quel souvenir globalement de tes études, toi? Idriss, on le voit plutôt studieux ou plutôt dans la fête, dans les années, 2, 3, 4e année là? Ah, il faut un équilibre, c'est hyper important l'équilibre. Et bien sûr, la fête, le sport. Ah oui, oui, non, j'ai vécu les open bars, les soirées open bar à Paris 5, des trucs de folie, oui, oui, c'est sûr. On a tous ces souvenirs-là, ouais. Et moi, je connais un petit peu la profession d'oncologue parce que j'avais fait un stage, de 6 mois avec mes études dans un service d'oncologie, digestive. Mais je sais pas par contre si c'est possible d'exercer la profession en libéral, la profession d'oncologue, ou si c'est uniquement Ah oui, 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 si bien si? sûr. Là, moi, je suis en libéral. Disons, je me suis installé en secteur 1, mais en effet, là, je suis en libéral. C'est-à-dire que je travaille dans des cliniques Mmh. et dans le centre de radiothérapie. D'accord, OK. Après, ce qui est intéressant de ton métier qui est en tant que pharmacien, c'est qu'il y a maintenant des consultations qui sont d'oncologie, qui sont ouvertes aux pharmaciens Mmh. et, euh, et qui ont même un remboursement par la sécurité sociale. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de pharmaciens d'ailleurs, les pharmaciens sont à un niveau très fort en oncologie parce qu'ils D'accord. connaissent un peu tous les derniers traitements qui sont sortis, quand est-ce que l'AMM tombe, quand est-ce que l'accès précoce, quand est-ce qu'on peut avoir l'accès précoce, parce que Mmh. souvent dans les congrès, on a le résultat d'un essai de phase 3 qui nous dit, voilà, le traitement de référence maintenant c'est celui-là. Et après, il faut que ce soit accepté par les autorités en France et que l'on puisse l'avoir. Et toujours, il y a toujours un délai on travaille vraiment en proximité avec le pharmacien qui est spécialisé en oncologie et ça, c'est vraiment sympa. A alors Et maintenant, eux, ils peuvent suivre les patients. Voilà, donc ça, c'est de plus en plus, c'est une nouvelle voie où ils ont des propres patients avec nous, hein, mmh. mais ils ont leur consultation où ils vont regarder les interactions médicamenteuses, Mmh. ils vont, par rapport avec la nouvelle thérapie, plus leurs médicaments qu'ils ont. Donc, il y a vraiment tout un système qui se crée. Alors ouais, c'était justement une des questions que j'avais, c'était quels seraient les conseils que tu aurais pour les moi je suis en industrie personnellement, donc je suis pas à l'officine, mais pour mes confrères qui sont en officine, est-ce qu'il manque quelque chose à l'accompagnement des patients, qui sont atteints d'un cancer, et qui pourrait être mis en œuvre, à l'officine? Dans l'étude des interactions ou dans l'accompagnement, psychologique, je sais pas ce qui pourrait être mis en œuvre et qui serait bien justement, si tu as un avis là-dessus? Bah, en fait, de toute façon, ce que j'aime bien, moi, c'est que souvent, les pharmaciens d'officine, ils m'appellent
quand ils ont un doute ou parce que c'est vrai que j'écris, j'ai une écriture de médecin, donc non, mais je les ai souvent au téléphone et ils hésitent pas à appeler, par rapport, pour vérifier, s'il y a par rapport à un changement de ligne ou de traitement ou Mmh. et non, bah, je pense que c'est important hem, d'être près de ces patients parce que ces patients ont besoin de disons, il y a une anxiété quand même qui est importante, liée à leur maladie c'est vrai que plus il y a un entourage autour Mmh. pas que le médecin, mais les paramédicaux, les pharmaciens, et bien plus ça les aide et ils se sont, on va dire, comme un cocooning tout autour du patient qui les aide à mieux vivre les traitements qu'ils ont. Et c'est vrai qu'il y a des traitements avec des effets secondaires importants. Et du coup, toi, tu travailles dans le service d'oncologie générale ou il y a une spécialisation où tu traites, particulièrement certains cancers, il y a Alors, on va dire que quand on est en libéral, on va traiter les cancers les plus fréquents. c'est-à-dire la Donc, les cancer du sein chez la femme, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, les cancers colorectaux, mmh cancer de l'œsophage ou les cancers du pancréas. Euh, mais dès qu'on est dans des cancers qui sont un peu plus rares ou qu'il y a on va dire une anatomopathologie disons un type de cancer qui n'est pas habituel, genre par exemple les sarcomes, on va très vite adresser un centre de référence d'accord. ou travailler avec des oncologues médicaux qui sont spécialisés dans cette pathologie pour nous aider ou même on va Mmh. adresser directement et puis on ne va pas forcément revoir le patient et on va le laisser dans cette prise en charge dans des centres de référence. Et c'est quoi le plus intéressant? C'est de faire des trucs qu'on connaît déjà ou vraiment de se pousser dans les retranchements avec des cancers qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, des patients qui sont un petit peu spéciaux? C'est quoi qui est le plus intéressant de ton point de vue? Ah bah, en fait, déjà, dans les cancers les plus fréquents, il y a une telle évolution, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des nouveaux traitements, des mises à jour, des recommandations, qu'en fait, on ne s'ennuie pas du tout. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment une évolution, tant en radiothérapie avec l'intelligence artificielle, les traitements qui deviennent de plus en plus précis avec la radiothérapie stéréotaxique. Mmh. Maintenant, on peut traiter même des patients qui sont oligométastatiques. Donc, on arrive à des patients qui étaient en stade 4, c'est-à-dire des cancers généralisés, on arrive à les mettre en rémission entre les thérapies, disons les traitements médicaux du cancer plus la radiothérapie. Non, on a des super résultats. Le challenge, en fait, c'est à chaque fois, c'est d'arriver à mettre en rémission la personne qu'on a en face de nous. Mmh. Et, euh, et donc, c'est un challenge au quotidien parce qu'en fait, on a pas mal de patients Mmh. et il faut arriver à rentrer dans le dossier, à trouver les failles, à regarder la biologie moléculaire, trouver ce qui va permettre d'arriver à ce que le patient puisse ne plus avoir de lésions actives et être juste en simple surveillance. Ouais, non, c'est exceptionnel quand même. Et tu as parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que tu estimes que c'est une menace pour ton métier ou que c'est une aide? Qu'est-ce que tu prévois dans les 10, 15 prochaines années pour l'intelligence artificielle dans ta profession? Alors, déjà, ça a été, pour nous, ça a été une aide majeure Ah parce oui? que c'est un gain de temps monstrueux. L'intelligence artificielle, en fait, nous, surtout en radiothérapie, hein, donc on scanne nos patients, il y a un scanner dosimétrique qui est réalisé, et à partir de ce scanner dosimétrique, on va déterminer les zones à traiter, Mmh. les zones cibles, donc qui peuvent être la tumeur, les ganglions autour, une métastase, et déterminer tous les organes à risque autour. Mmh. Par exemple, pour un cancer de la prostate, on devait, il y a le bulbe pénien à contourer, il y a la vessie, il y a le rectum, le canal anal, le tube digestif, les nerfs sacrés. Et donc tout ça, c'était très chronophage parce on passait un temps à contourer, à faire sur le scanner, sur les images de scanner, ces différents organes et les volumes cibles. Mmh. Et maintenant, avec l'IA, disons, nous fait tous les organes à risque et on n'a plus qu'à contrôler et à vérifier. Donc, on peut se cantonner, disons, ou se concentrer que sur les zones cibles à traiter et bien délimiter ces zones cibles. Donc, c'est un gain de temps majeur. Avant, on passait 1 heure. Ah oui. On pouvait passer au minimum une demi-heure à 1 heure, voire plus,
sur chaque dossier pour faire ce travail avant de donner aux physiciens médicaux. Et maintenant, on n'a plus ce temps-là qui était très long et puis répétitif. Bien sûr, oui. Ah, c'est exceptionnel du coup que le gain de temps, Ouais. OK. Mais j'imagine que du coup, il y a quand même, l'IA, se trompe rarement, mais quand même il y a une marge d'erreur et que du coup, c'est une aide, mais vous ne vous basez pas uniquement là-dessus, ouais. Il y a des trucs très drôles. Parfois, l'IA peut, pour un homme, nous faire des disons, c'est rare, mais ça peut. Par exemple, j'ai eu 2 fois ou 2 dossiers, en fait, il a cru, que c'était il y avait pas la prostate, il y avait un vagin à la place, quoi. Disons, il avait contourné un Ah, c'est rigolo, quoi. on aime bien, c'est pas genre, l'IA, et puis c'est bon, on y va, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Faut toujours faire Bien attention, checké. avec précaution, Ouais. bien sûr, ouais. OK. Et du coup, si tu pouvais nous faire une présentation globale des cancers les plus fréquents, les plus fréquents et les plus mortels, j'ai quelques notions, mais peut-être si tu pouvais faire ça pour les auditeurs, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui en Mmh. France, cette présentation des... Bah, en fait, les cancers les plus fréquents, il y a le cancer du sein chez la femme où, il existe un dépistage organisé, hein, dès l'âge de 50 ans, jusqu'à, 74 ans. Après, il y a des dépistages individuels selon les antécédents familiaux. Mmh. Donc ça, c'est vrai que de faire la mammographie, mammo-échographie, avec des radiologues qui sont certifiés, qui arrivent à bien, il y a toujours une double lecture dans le dépistage organisé pour bien être sûr que l'on ne passe pas à côté d'une petite lésion. Ça, c'est vraiment très important et c'est le cancer le plus fréquent. Après, il y a le cancer de la prostate chez l'homme, où là, c'est pas un dépistage organisé, c'est un dépistage individuel dès l'âge de 50 ans, où on fait une prise de sang avec le dosage du PSA total et le toucher rectal Mmh. chez l'urologue ou avec le médecin traitant. Et donc ça, c'est aussi important à le faire, surtout s'il y a des antécédents familiaux. Hem et voilà. Bon, après, c'est à la discrétion, avec, entre le médecin traitant, c'est dépistage individuel, c'est selon ce que est-ce que le patient souhaite le faire ou pas, hein, Mmh. rien n'est obligatoire. Et après, il y a dans les dépistages organisés, il y a le dépistage du cancer colorectal, Ouais. hein, où là, on est en mars bleu, donc c'est important d'en parler. Mars bleu, c'est donc un mois où on sensibilise les personnes à se faire dépister. C'est pas très compliqué, c'est un petit prélèvement de sel que l'on met avec un test immunologique. On va rechercher du sang dans les selles, et s'il y a du sang dans les selles, eh bien, le patient va être adressé à un gastro-entérologue qui va réaliser une coloscopie totale pour rechercher un polype, une lésion précancéreuse, voilà, et déterminer. Et en effet, on peut d'enlever des petites lésions, c'est mieux que de se retrouver avec un cancer colorectal qui va nous amener vers un syndrome occlusif, ou après on va devoir faire une chirurgie invasive. Donc c'est Mmh. sûr que de déterminer, disons, de trouver ces petites lésions, on est dans des traitements qui sont beaucoup moins agressifs. Et après, il y a le cancer du col de l'utérus, bien sûr, dans les dépistages organisés, avec les frottis, le test HPV qu'on fait dès l'âge de 25 ans, et, et bien sûr la vaccination, donc tous les cancers HPV induits, il y a la vaccination qu'on peut proposer, hein, dès l'âge de 11 ans chez les enfants. Mmh. Et, et en Australie, par exemple, cette vaccination, le taux de participation, il est à 70%, et l'incidence des cancers HPV induits, qui peut être ORL, canal anal, vagin, pénis, col de l'utérus, eh bien tout ça, l'incidence a largement diminué. Ouais. Et là, en France, on n'est pas encore un bon élève là-dessus. Est-ce que la vaccination, elle est obligatoire en Australie ou elle est recommandée comme en France, du coup? Bah, je pense qu'elle a été fortement recommandée, elle a bien été Ils suivie. sont peut-être meilleurs élèves que nous, ouais. Nous, on est un peu des Gaulois, on aime bien C'est un peu ça. résister à tout ce genre de trucs. Ouais. C'est ça, c'est ça. OK, bah, merci pour cette présentation, ça fait un joli schéma. Moi, je me pose une question, c'est que, bah, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est au courant de tous ces cancers et on est au courant de comment prévenir ces cancers, c'est-à-dire, bah, pour le cancer de la peau, éviter le soleil, mettre de la crème solaire et cetera. Pour, le cancer du col de l'utérus, se vacciner, tu l'as dit. Pour, tu as parlé du sein, faire les dépistages et cetera. Au niveau de digestif, ce sera l'alimentation, j'imagine, le tabac et cetera. Est-ce que tu estimes que les gens sont suffisamment au courant ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de cancers parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment au courant et qu'il faut encore forcer sur la prévention du coup? Parce que moi, de mon point de vue de professionnel de santé, du coup, j'ai l'impression que tout le monde est au courant, mais je ne sais pas si c'est aussi évident, tu vois? En fait, les patients, disons, souvent les patients sont au courant, par exemple pour le tabac, Mmh. mais
c'est vrai qu'ils ont besoin d'aide. D'accord. Moi, j'arrive, disons, il y a beaucoup d'amis qui me demandent et par exemple, de leur faire des ordonnances de patchs de nicotine, ou de prendre des pastilles ou des chewing-gums et c'est vrai que ça les aide énormément à quitter, le Mmh. tabac parce que c'est vrai que c'est une vraie addiction. Mmh. Après, sur l'alcool, souvent, il y a une prise de conscience qui se fait quand même avec une diminution, hein, de la consommation parce que, ben, il peut y avoir des troubles du sommeil ou, de l'anxiété qui apparaît ou des voilà donc bien sûr, l'alcool, ça reste festif et convivial et c'est vraiment un truc, quelque chose de social en Mmh. France et en plus, on a quand même, des domaines viticoles incroyables et ainsi de suite donc l'alcool est très ancré dans notre culture, mais bien sûr, c'est l'excès de consommation qui va poser problème. Mmh. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à diminuer ou qui en prennent moins, où il y a plus de boissons alternatives, des bières sans alcool, C'est vrai. qui sont très bonnes. Il y a de plus en plus, je trouve, de cocktails différents ou qui ne sont pas forcément des cocktails sucrés horribles qu'on propose avec plutôt de l'amertume ou des trucs comme ça. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mmh. Donc ouais, tu Je pense que les personnes, elles en prennent conscience parce que de toute façon, notre corps et disons, les gens le remarquent. C'est vrai qu'on est vraiment, on ne vit pas de la même façon. Si dans une soirée, on a une soirée arrosée, la nuit sera pas la même chose que si on n'avait pas eu d'alcool. mmh mh. Donc il y a vraiment les, mais ça, les gens le repèrent et d'eux-mêmes, ils diminuent. Voilà. Tabac, alcool. Après, dans les autres facteurs de risque, il y a le surpoids et l'obésité. Oui, c'est vrai, ouais. Et là, sur le surpoids et l'obésité, bah, forcément, mais il faut travailler sur différents axes. Mais il y a de plus en plus ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est qu'on voit de plus en plus de coachs en sport ou de diététiciens, on ne dit pas nutritionniste, diététicien OK, ou d'accord. médecin nutritionniste, qui donnent des super conseils avec des super recettes, des trucs qui sont hyper gourmands. Mmh. Et voilà, on n'est plus dans un régime restrictif, mais on est dans une alimentation saine qui nous fait du bien, qui nous donne de l'énergie et pour lequel on va aller vers ça. Moi, j'ai du plaisir à manger une alimentation type méditerranéenne avec des fruits secs, des légumes, des fruits. Et je prends beaucoup de plaisir à manger ça et je me sens bien. Ça me permet d'ailleurs de faire beaucoup d'activités physiques grâce à ça. Mmh. Euh, et puis oui, en effet, et le sport, c'est évidemment hyper important, tant l'endurance que le renforcement musculaire, Ouais. de faire un peu des deux. Et bien sûr, tout ce qui est d'être dans le moment présent avec le yoga, le travail sur la respiration, Mmh, mmh mh. ça permet vraiment de calmer aussi son esprit, de ne pas partir dans tous les sens. Ouais. Puis pour tout ce qui est, santé mentale et stress au quotidien, j'imagine que c'est important aussi, pour le bien-être, complet. OK, très bien. Et ben merci beaucoup et de sur ton compte Instagram, on te voit régulièrement, du coup, publier des articles, PubMed, et cetera. Tu fais une revue de littérature qui est vraiment intéressante en général. Moi, je me pose une question et je vais volontairement me faire l'avocat du diable, même si je suis tout à fait d'accord avec toi sur la lecture scientifique. Mais par exemple, on pourrait dire: «Oui, mais OK, il y a un article scientifique qui dit ça, mais un autre pourrait dire complètement l'inverse. Il y a toujours des données contradictoires». Ma question c'est ça, est-ce que la littérature peut tout expliquer? Du coup, est-ce qu'on peut faire complètement confiance à la littérature dès qu'il y a un article qui est sorti sur le sujet, tu vois? Et c'est une excellente question. En fait, d'ailleurs, il y a un item à l'internat qui s'appelle la lecture critique Oui. La d'articles. LCA, ouais. Et en effet, ce qui est incroyable, c'est que on retrouve, par exemple, les trucs les plus drôles, ce serait par exemple de te dire Game Changer, ça a été sponsorisé sur Netflix par Beyond Meat, qui est en fait des steaks Ouais, végétaux. ouais. Donc, et puis ils ont refait encore là une nouvelle série où c'est des jumeaux. Et ils ont pris une trentaine de jumeaux, et puis il y en a un qui mange de la viande, des produits ultra transformés et l'autre qui mange plutôt des produits végétaux et on va voir que le cholestérol va être mieux pour les produits végétaux. Et là encore, c'est sponsorisé par ça a été publié hein, en article scientifique et on va dans les
dans les conflits d'intérêts et on retrouve ça. Ça, c'est Donc vraiment il évident. faut évidemment, évidemment, il faut avoir un œil critique là-dessus. Mmh. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas rester que sur une étude et de parler des différentes études. Et justement, ça évite d'avoir des vérités. À un moment, il y avait un autre médecin qui disait voilà, les troubles du sommeil, ça augmente le risque de cancer ou disons le manque de sommeil, le fait de ne pas dormir suffisamment, ça augmente les maladies chroniques ou différentes maladies, dont le cancer. Mmh. Et en fait, j'ai repris ça parce que déjà de un, je n'étais pas moi-même en tant qu'oncologue, je n'étais pas vraiment au courant sur le sujet. Et puis j'ai refait la revue de la littérature. Et en fait, il y a, comme on dit, des données contradictoires. Mmh. Et ce que je mets dans mes vidéos, c'est qu'en fait, je reprends les études avec le plus gros impact et je dis non, mais il y a trois méta-analyses qui ont dit ça, mais il y a trois méta-analyses qui ont dit aussi le contraire. Mmh. Et après, je donne pas mon avis, je dis, et puis je vous laisse, Et je vous donne l'info, et puis après, à vous de la digérer et de faire ce que vous voulez, quoi. Après, ça paraît logique que de mieux dormir ou d'avoir des nuits plus saines et d'avoir un corps au repos, on aura moins d'impact sur les maladies ou moins d'inflammation. Mais voilà, c'est pas un effet direct. Et pareil pour l'anxiété et la dépression, il y a plein de sujets où finalement, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. mmh. Et c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir donner un peu les grosses données, disons les trucs les plus récents ou les méta-analyses qui reprennent ça. Et de dire voilà, on a ça. La littérature scientifique, elle n'a pas encore répondu à la question. On se pose, voilà, on met des hypothèses. Et de donner ça, je trouve ça sympa en Ouais, fait. c'est vraiment très intéressant. Ouais, à chaque fois, j'ai regardé tes différentes publications pour la littérature et bah, j'apprends plein de choses. Et c'est vrai que tu donnes l'info et sans nécessairement donner un avis tranché. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent de la littérature scientifique, exactement. Ouais. Je pense que l'information est hyper importante parce que quand on a l'information, ça nous permet de prendre un peu de recul et de se dire, ah, est-ce que je vais le faire ou pas? Là, par exemple, il y a un truc qui a été publié en début du mois qui m'a extrêmement choqué parce Mhm. que j'ai encore moi-même une bouteille d'eau en Ouais. plastique et que je bois encore là-dedans. Et il y a une étude sur le microplastique où il disait donc dans ces bouteilles d'eau, on retrouve 240 000 particules par litre d'eau dans les bouteilles d'eau en plastique de microplastique. Et donc, il y a une étude là-dessus en janvier qui est sortie. Et j'en avais, disons, pour moi, je me suis dit, bon, ok, mais je vais pas en parler parce qu'il n'y a pas d'impact sur la santé de toute façon du microplastique. Voilà, j'ai pas vu d'effet néfaste. Et là, il y a eu une publication dans le New England Journal of Medicine il y a le 7 mars où ils ont montré une augmentation x4 des risques, disons, d'événements cardiovasculaires chez les patients. Donc, on retrouve dans l'athérome, en fait, le Mhm. microplastique dans les macrophages. Et bah, il y a une augmentation du risque d'AVC chez les personnes qui ont du microplastique par rapport à ceux qui n'en ont Ok. pas. AVC, mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde. Et c'est x4 avec un petit p très significatif. Mm. C'est la première étude sur le truc. Alors je trouve ça, voilà, alors et pour autant, je vais continuer à en boire, mais le fait d'avoir l'information, je vais peut-être moins en boire, aller plus vers l'eau du robinet ou changer ma manière de Ouais. faire. Voilà, et après, je donne l'info et je laisse ma communauté un peu le fait d'avoir cette info. Est-ce qu'elle va changer ou pas? Voilà, je dis pas, ah bah, il faut arrêter de boire de l'eau en bouteille et partir sur l'eau du robinet. C'est pas mon but de Tout à faire des fait. recommandations. Mon but, c'est de donner juste des infos et les gens choisissent après ce qu'ils souhaitent. Bien sûr, ouais. Comme ça reste dans la tête, l'information, tout le monde a l'information et tout le monde en fait ce qu'ils veulent de l'information, c'est ça. Sachant que l'eau du Exactement. robinet dans certains coins du monde n'est pas nécessairement meilleure, donc C'est aussi une catastrophe. Donc, et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont réagi et qui ont dit comment on va faire? Et j'ai dit mais je sais pas moi non plus comment on va faire. tout le monde va s'acheter une cuve de 1000 litres d'eau. J'en ai parlé à un restaurateur qui m'a dit mais je t'avais dit, tu vois, on peut continuer sur le vin du Ouais, coup. bah oui, bah bien sûr, ouais, forcément. Parce Ouais. que les bouteilles sont en verre. Donc, voilà, donc, et là j'étais là, tu m'as eu là, parce que Écoute, je t'ai préparé un petit jeu, justement. On va parler Mhm, de deux, trois trucs, vu que tu fais une revue de littérature sur les trucs qui augmentent le risque de cancer et ce qui, au contraire, augmenterait le risque, qui permet d'éviter le ouais, risque. un facteur Pardon. principal. Ouais, Alors, j'ai relevé deux, trois d'accord. trucs sur des sites plus ou moins scientifiques. Et en tant qu'oncologue, Mhm. tu vas me dire ce que tu en penses, du coup.
Manger tu sais, les merguez carbonisées de papa sur le barbecue, est-ce que ça augmente le risque de cancer, ça? Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà les merguez, c'est des viandes transformées. Donc oui, Ouais, les viandes transformées, hein, ça a été, selon le CIRC, c'est vraiment considéré comme un facteur de risque de cancer, mmh, notamment le cancer colorectal. OK. Donc plus que la viande rouge. Mmh, Les viandes transformées, c'est vraiment le truc à diminuer. D'ailleurs, les recommandations en France, c'est moins de 150 grammes de viande transformée. Donc c'est très peu, hein, c'est une ou deux tranches par semaine, hein, moins de 150 grammes par semaine. Donc c'est OK. vraiment rien. Et, Et le fait qu'elle soit et en carbonisée? plus, carbonisé, alors justement, le fait d'avoir ce dépôt noir, cette cuisson avec, c'est ce qu'on appelle la glycation, et ça, c'est très inflammatoire. Ça produit des molécules qui s'appellent AGE, Advanced Glycation End Products, et en gros, ça fait plein d'inflammations dans le corps. Donc, c'est vrai que je suis pas fan de ça, et j'éviterai d'en Ouais, prendre. Voilà, on peut en prendre parce que c'est vraiment un plaisir avec du ketchup et une bonne baguette, mais voilà, pas tout le temps. forcément. Manger des fibres, logiquement. Alors, manger des fibres, en France, on est à 17 grammes par jour de consommation de fibres, ce qui est insuffisant. OK. Et en fait, on a montré que c'est un facteur protecteur de consommer 25 à 30 grammes. Et il y a même un effet dose, plus on consomme des fibres, mieux c'est. Et ça diminue l'ensemble des maladies chroniques, dont les cancers. Et ça protège surtout du cancer colorectal. Mmh, Donc oui, consommer des fibres, il faut y aller. Et il ne faut pas hésiter à manger, outre les légumineuses, mmh, qui sont vraiment très bons pour la santé. Même ça régule la glycémie. Les lentilles, les haricots nice. rouges, les pois chiches, Mmh, pas hésiter à aller là-dedans. Voilà, et puis des légumes fibreux, ça c'est super. ouais, Et des fruits et les fruits. entiers, naturels, non transformés. Et d'ailleurs, au niveau des fruits, j'ai vu que les agrumes seraient un facteur pour éviter les cancers. Alors, C'est des sur des sites plus ou moins scientifiques, hein, donc c'est ouais, alors j'ai pas encore fait la revue de la littérature là-dessus. En tout cas, ce que je peux dire, alors pour moi, pour l'instant, je dirais c'est un point d'interrogation. Voilà, parce que je préfère, tant que j'ai pas fait une grosse revue là-dessus, donc je préfère dire que c'est un point d'interrogation. Ce que je sais, c'est que le citron, c'est antioxydant. Mmh mh. Peut-être qu'il ne faut pas confondre antioxydant et anticancer. Mmh mh. C'est vrai que le citron, quand tu en mets sur l'avocat ou sur d'autres fruits, ça permet de les conserver plus longtemps que si, par exemple, on met du citron sur une banane, elle va moins Mmh mh. s'oxyder. Donc, ça a plein de bénéfices pour la santé parce que on enlève l'oxydation et on diminue donc l'oxydation de son corps. Donc, c'est pas mal les antioxydants, dont le citron. Mais de là à dire que c'est anti-cancer, c'est un point Pas encore. d'interrogation. En tout cas, j'ai pas vu d'études, de grosses études qui parlaient là-dessus. Donc, je dirais non. Et non, mais après, voilà, je suis ouvert à lire des études sur le sujet, mais en tout cas, j'ai pas vu passer dans les grosses revues prestigieuses OK. un truc comme ça. Ouais. 4e, le régime paléolithique, c'est-à-dire, manger comme, vivaient nos ancêtres au paléolithique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire? De la viande, essentiellement de la viande, du coup? Moi, j'aime beaucoup le régime paléo. Après, il faut pas, en effet, il y a la caricature qui est pas bonne, mais le régime paléo, ce que j'aime, c'est que c'est des produits naturels et sains et non transformés et pas Mmh. industriels. Donc là, c'est vrai que là-dessus, je suis très fan de ça parce qu'en fait, des produits naturels et moins transformés, se dire qu'on peut prendre une pomme ou une poire, donc on va retrouver les fruits, les légumes, tous ces produits qu'on retrouve dans la nature. De retourner à ça, c'est vraiment Mmh. excellent. On retrouve du bon sens là-dedans. Après, de manger de la viande crue, ça, je suis. Après, il y en a qui aiment, voilà, pourquoi pas. Ça a des protéines, hein, les viandes, hein, donc je suis pas contre. Mmh. Mais bon, après, voilà, je reste neutre par rapport à ça. Mais j'aime bien ce côté paléo où on retourne, où on évite les produits industriels ultra transformés avec plein d'additifs, avec trop de graisses saturées, trop de Mmh. sucre, trop de sel qui font de l'inflammation. Non, c'est sûr que je préfère un régime paléo qu'un régime, comme on dit,
Western Diet. Là, le Western C'est quoi Diet, ça? c'est tout ce qui est McDo, Coca-Cola, soda sucré, ou même les Coca Zéro ou les sodas avec de l'aspartame Mmh. qui augmentent aussi le risque de cancer. Donc, OK. vaut mieux un paléo diet qu'un Western Diet. Bien sûr. Oui, puis avec les faut pas non plus suivre, toutes les caricatures qui sont faites par certains influenceurs, paléo non plus, qui mangent de la du foie cru. Enfin, Ah j'ai vu oui, des ils sont horreurs, torse nu en train de manger le ouais, steak comme c'est ça. ça dans le jardin. Je bon, il y a des ténias qui doivent se régaler en tout cas. Allez, j'en ai encore 3. Le gingembre, apparemment, ça diminue. Le gingembre. Alors, le gingembre, alors, par rapport au cancer, non, j'ai pas vu d'impact là-dessus. Par OK. contre, j'ai vu des effets sur le profil glycémique, le cholestérol. Le gingembre, c'est connu pour être un antioxydant. On le met dans la tisane, on peut le mettre dans des plats épicés. À l'île de la Réunion, on en met avec Mmh. des oignons, de l'ail, et puis c'est dans les caries, c'est excellent. Moi, j'adore ça. Évidemment. Un peu de piment. Les rougails, mais pas le rougail saucisse parce que c'est de la viande transformée. Mais bon, en tout cas, oui, j'aime bien le gingembre. Après, de manger que du gingembre, surtout pas, hein. Donc, il faut rester dans des plats qui soient équilibrés et variés. Mmh. Mais d'en mettre un peu, pourquoi pas. OK. Avant-dernier, le café et le thé permettraient de réduire le risque de cancer et le thé vert particulièrement apparemment. Ah oui, alors le thé vert, c'est connu pour les antioxydants. Mmh. Et le café, en fait, c'est les deux boissons les plus consommées dans le monde, hein, le Ouais. thé et le café. Alors déjà, ça ne nuit pas, donc c'est déjà une bonne chose. Mmh mh. Primum non nocere, déjà de boire, et après, il semble qu'il y ait des effets bénéfiques pour la santé. Alors, pas forcément sur le cancer, Mmh. mais il semble que le café, ce soit pas trop mal pour le système cardiovasculaire, mais après, il faut pas dépasser 5 tasses, hein. Je crois que c'est entre 2, 3. Il faut rester sur une moyenne de 2, 3 tasses, Mmh. 2 à 5 tasses, on va dire. Et le thé, bien sûr, bah, le thé, alors là aussi, il faut bien regarder parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de pesticides dans les thés Ouais. et il faut prendre, si possible, du thé bio Mmh. pour éviter tout ce qui est pesticides. Mmh mh mh. Parce que c'est pas contrôlé, c'est souvent dans des pays où c'est pas contrôlé, donc aller plutôt sur du thé vert bio. Et oui, bah après, moi j'en consomme tout le temps. Après, voilà, bien sûr, il faut éviter que ce soit trop chaud parce que les boissons trop chaudes favorisent la consommation excessive, hein, de boissons très chaudes à qui brûlent, hein, plus de 80 degrés. D'ailleurs, ça fait très mal. Mais heureusement, maintenant, on arrive à réguler, à mettre à Mmh 70 mh. ou 60. Donc, voilà, ou attendre que ça refroidisse. Mais attention aux brûlures qu'il peut y avoir au niveau de l'œsophage ou de l'estomac. Il y a eu, comme ça, au Japon, ça a été décrit comme un facteur de risque, la consommation excessive de boissons Mmh. chaudes. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Mais sinon, oui, ça, c'est des boissons que je consomme, mais qui sont pas forcément anti-cancer, mais qui ne font pas de mal, quoi. OK, très bien. Et le dernier que j'ai noté, c'est vivre à la campagne. Ce serait, comparé aux personnes qui Je vivent en ville. précise, c'est antioxydant. Ouais. Antioxydant, ça a des bienfaits. Voilà. Mais de ne pas confondre antioxydant et anti-cancer. Oui, c'est vrai que le lien de corrélation n'est pas forcément établi. Souvent, ouais, souvent on se dit, voilà. Mmh mh mh. Et le dernier que j'ai noté, c'est du coup vivre à la campagne, comparé aux personnes qui vivraient en ville, auraient un risque moindre de développer n'importe quel cancer. Alors là, je vois deux facteurs de risque quand tu dis ça. De un, ce qui est connu, c'est la pollution Mmh atmosphérique. mh. Donc forcément, si on est dans une grande ville avec une pollution importante, eh bien, ça augmente le risque de maladies, notamment les maladies respiratoires, et ça augmente aussi le risque de cancer. Mmh mh. Donc ça, c'est l'OMS qui en a parlé. Et il y a un deuxième facteur de risque que je vois cette fois-ci pas dans les grandes villes, mais quand on est à la campagne, c'est qu'on est exposé aux pesticides. Et il y a quand même des maladies professionnelles chez les Mmh. agriculteurs qui sont exposés aux pesticides, hein. Je vais donner un exemple concret comme le chlordécone et le cancer de la prostate en Guadeloupe. Mmh. Donc, je dirais qu'il y a, oui, mais il y a moins de pollution à la campagne, bien Mmh. évidemment. Donc,
C'est toujours une question d'équilibre et il faut trouver l'endroit où on se sent le mieux et en même temps, il faut pas être, si on est déprimé à la campagne parce qu'on n'aime pas être isolé, bah, il faut pas être à la campagne non plus. Donc, il faut trouver son équilibre. Exact. Chacun, c'est un choix personnel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a pas non plus de bonne ou de mauvaise situation, comme dirait, OK, très bien. Et ben, c'était la fin du jeu, du coup. J'ai noté une autre question qui enfin, en pensant à ta profession, j'ai pensé tout de suite à ça. C'est moins rigolo du coup. C'est que j'imagine que dans ta profession, tu es en relation plus ou moins constante avec bah, la maladie forcément, et puis des personnes qui sont malheureusement en fin de vie. À l'université, du coup, est-ce que tu estimes que vous êtes suffisamment formé à ça? Et est-ce que tu, est-ce que tu penses à des pistes d'amélioration qui pourraient être apportées dans le cadre de ta formation pour faire face à ce genre de difficultés du coup? Alors c'est vrai on a très peu de formations sur comment communiquer ou comment gérer. On apprend quand même un peu les différentes. Disons, en fait, les patients, ils sont choqués hein, quand on leur annonce qu'ils ont un cancer, il y a un choc. Mm, Et après, ils vont avoir différentes réactions psychologiques. Ça peut être comme un déni ou de la colère on reçoit hein, parfois c'est une réaction qui est la mm, tristesse, partir en pleurs, même j'ai vu un patient, il a failli s'évanouir dans ma salle, dans, cabinet. le box de consultation. Donc oui, et aussi de se prendre aussi une colère alors que c'est pas de notre ressort, on n'y peut rien dans cette histoire. Il faut savoir, en fait, c'est un peu comme des punching balls, on est un punching ball, on reçoit plein de choses, disons de l'anxiété, on reçoit beaucoup d'émotions et il faut arriver à gérer ça et c'est parfois compliqué. Je Mm, pense que plus on exerce, plus on va dire qu'on arrive à mieux maîtriser et à comprendre. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu moi-même surpris par les réactions des patients, mais après, au bout d'un moment, on arrive à mieux gérer cette situation. ok. Mais c'est des situations qui sont pas faciles et parfois même ça nous reste un peu dans la tête parce que c'est des situations qui nous mettent aussi, qui nous rendent forcément tristes. Hein, on est personne, disons, ça fait toujours, disons, on a de l'empathie, donc on a quand même, ça nous impacte. Et donc moi pour ça, je fais beaucoup d'activités physiques Mm, dans ma vie privée pour arriver à pouvoir me détendre après ou de ne plus avoir à être dans le moment présent et à sortir de toutes les histoires ou de ces histoires que je vis avec mes patients. ok. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu as des pistes d'amélioration auxquelles tu penses pour améliorer la Je pense formation? il faudrait que pendant l'internat, il y ait un peu plus, on appuie un peu plus là-dessus. Après oui, il faut que moi je suis sorti, hein, je suis pas dans le système hospitalo-universitaire, mais je pense que oui, c'est important que les internes qu'il y ait des week-ends un peu de formation avec des personnes qui soient des psycho-oncologues ou les hypnothérapeutes ou peu importe, tous ceux qui sont forts dans la communication et qui peuvent aider il y a les infirmières d'annonce maintenant qui sont formées, il y a les manipulateurs d'annonce, d'avoir un peu par rapport à l'annonce, savoir gérer cette consultation Mm, qui mm. est difficile. Ah, bien sûr. Ouais, ouais, ça doit être très, très technique, je pense. Ouais. J'ai un peu de difficulté à me mettre à la place de ta profession, du coup, parce que enfin, je me reconnais pas forcément dans ce type de challenge mental, d'être confronté tous les jours. Donc, c'est plutôt admirable d'être confronté tous les jours à ce genre de difficultés. Pour nous remonter le moral, est-ce que tu as une anecdote où finalement il y a eu une épopée avec une patiente ou un patient euh, où ça partait mal, mais finalement il y a eu un regain d'espoir instantané ou... Ah oui, oui, bah, j'ai une histoire, c'était assez incroyable. J'avais une patiente qui m'avait été adressée, qui était en soins palliatifs dans un pays étranger d'Europe de l'Est, et sa fille, via des groupes de patients, avait pris contact avec moi. Mm, C'est une patiente, sa maman était touchée par un cancer du sein qui avait
d'après ce que j'avais compris aux images, j'avais des métastases au niveau cérébral. Et donc, moi, j'ai dit oui, oui, bah, on peut prendre en charge, on peut faire de la radiothérapie, venez, je vous prends en charge et puis on va gérer ça. Disons voilà. Et la patiente, elle est arrivée et en fait, ce n'était pas des métastases cérébrales, mais une méningite carcinomateuse. D'accord. Donc là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire donc il y avait des métastases au niveau des méninges, Ouais. et là le pronostic est plus sombre avec une espérance de vie généralement qui est inférieure à 12 semaines. Donc j'étais un peu embêté parce que je les avais fait venir, j'étais De l'étranger, du persuadé coup, hein, que c'est ça? ouais, de Ouais. l'étranger, et en fait je pensais qu'on a pouvoir maîtriser les métastases cérébrales. Je pensais qu'il y en avait deux, et puis au final, je me retrouve avec une méningite carcinomateuse avec ce pronostic sombre. Donc bon, forcément l'annonce, elle a été pas évidente, tant pour la maman que pour la fille qui Mmh. était jeune. Et en fait, avec un autre collègue, on a discuté du dossier. Finalement, j'ai fait de la radiothérapie dessus, et puis on a mis en place un traitement par thérapie ciblée avec une hormonothérapie. On a choisi une thérapie ciblée qui passe la méninge, disons qui passe la méninge et qui va au niveau cérébral. On avait choisi spécifiquement ça parce que ce collègue m'avait dit, tiens, j'avais vu des études qui montraient que les métastases diminuaient avec cette thérapie ciblée. Et en fait, on a réussi à mettre en rémission cette patiente. Mmh. Et elle est toujours en rémission et elle va bien. Alors que son pronostic était à moins de 12 semaines. Et donc ça, c'est une des très Exceptionnel. belles histoires. Ah ouais. Donc rien n'est perdu, il faut se battre et puis il faut tenter. Bah, après, on était dans les recommandations, hein. On a mis en place un traitement, mais qui était tout récent, qui venait à l'époque d'être où on venait d'avoir l'AMM, donc l'indication de pouvoir le mettre. Et voilà, c'est des belles histoires. Ouais, ouais, exceptionnel. J'ai un autre patient aussi, une deuxième anecdote, c'est un patient qui va faire l'Ironman à Nice Ouais, et qui a eu un cancer du poumon stade 4 ouais. avec des métastases pulmonaires et qui s'est retrouvé en rémission avec l'immunothérapie et qui a toujours été très sportif, guide de montagne, a toujours fait du vélo et là, il va pouvoir faire cette compétition à 74 ans. Ah, exceptionnel. Et donc ça, c'est des histoires incroyables. Donc voilà, il y a voilà, le cancer peut être juste une parenthèse et on peut ensuite continuer à vivre ou faire ces challenges que l'on souhaite. Et voilà. Ah, c'est magnifique, c'est des belles histoires, ça. Ouais. Il y a pas de justice quand même quand le monsieur, qui a fait beaucoup de sport, se retrouve avec un cancer du poumon, c'est quand même, difficile à entendre, ouais. C'était une génération où ils n'ont pas eu de chance parce que je crois que le tabac, on leur proposait du tabac et Ouais, aussi. ils savaient pas l'impact. Et en fait, c'est vrai que certains patients qui ont été exposés longtemps au tabac Mmh. après développent des cancers quand ils sont plus âgés. Surtout là, c'était cet exemple-là. Mais depuis, il avait arrêté. Quand il a su tous les problèmes et l'impact sur la santé, il avait arrêté. Mais il avait déjà eu une forte exposition. Ouais, d'accord. Et donc, on a abordé une grosse partie de ta profession. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton compte Instagram, de Quanticancer? On peut retrouver du coup une revue de littérature, tu en parlais tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler de ton compte Instagram, du lancement et de ce qu'on peut retrouver dessus? Ouais. Bah, en fait, ce compte Instagram, c'était forcément, je me suis mis sur les réseaux parce que j'en avais marre de voir des gourous ou des influenceurs qui racontaient que voilà, par exemple, j'ai encore vu ça récemment, genre de boire une tisane avec du thym dedans, bah, c'est anti-cancer, ou voilà, de manger un aliment, bah, c'est un aliment anti-cancer, et je trouvais que c'était vraiment pas voilà, je commentais, mais je trouvais que j'avais aucun impact par rapport à juste à faire un commentaire, et pourtant le réel restait. Et donc ça me faisait réagir et ça me faisait pester en fait dans mon coin, premièrement. Donc il y avait ça. Et deuxièmement, il y a aussi beaucoup de patients qui retrouvent, qui ont des questions, tant sur l'alimentation, sur le mode de vie, ou même dans mon entourage. Et souvent, je me retrouvais à répéter un peu les mêmes choses et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me mette à faire des petites, des réels pour justement les guider ou dire ou expliquer ben, ce que l'on sait, ou qu'est-ce qui peut apporter un effet protecteur, ou au contraire, attention, diminuer cette consommation-là parce qu'il peut y avoir un effet facteur de risque. Euh,
au cancer. Donc voilà, ça c'est surtout là-dessus, c'est par rapport à l'entourage, les patients et puis ce que je voyais sur les réseaux qui me faisait rager, Mmh. que je me suis mis à faire ce compte. Donc ouais, sur ton compte, c'est beaucoup de vulgarisation autour de ta profession et des facteurs favorisant les cancers et des facteurs qui permettent d'éviter les cancers. C'est ça, hein? C'est un bon résumé? Exactement. OK, je vais arriver à mes questions de fin, j'en ai 2. Hem, Est-ce que tu as eu des inspirations dans la vie? Est-ce que tu as un mentor au niveau de ton mindset ou alors de ta profession, quelqu'un qui t'a guidé dans cette profession ou dans cette façon de penser? Est-ce que tu as eu des inspirations, sportives aussi? Je sais pas. Alors, Technique, hein, comme question, ouais. bah, non, bah après, je vais dire que comme mentor, non, c'est pas forcément. Disons, après, oui, on a toujours des professeurs avec qui on s'entend super bien et avec qui on se dit, voilà, qu'il y a toujours. J'aime beaucoup les personnes qui sont réactives et dans notre profession, il y a des personnes qui lisent énormément et qui sont vraiment brillants et on a plaisir à les entendre. Mmh. Et d'ailleurs, les congrès sont toujours de très haut niveau en cancérologie, en oncologie, quand on va à l'ESMO, qui est le congrès européen. Le niveau est exceptionnel et puis c'est toujours un plaisir de discuter avec ses collègues. Mmh. Et, euh, et bien sûr, ensuite, après, c'est de lire les. J'aime beaucoup lire en fait tout ce qui est les livres qui touchent disons, au cancer. Mmh. Et à l'époque, quand j'avais débuté mon internat, j'avais lu David Servan-Schreiber, que j'avais beaucoup aimé, qui avait écrit c'était un psychiatre qui avait eu une tumeur cérébrale et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Anti-cancer. Et ben, il y avait des piliers un peu sur à la fois la méditation, la pleine conscience, l'activité physique et dans la nutrition, il prenait une nutrition type régime méditerranéen avec des oméga 3. Il était déjà là-dedans et il était un peu pionnier Mmh. et en disant voilà, oui, d'avoir ce mode de vie, ben, ça me permet, en plus des traitements curatifs ou les traitements que les oncologues me donnent, ça me permet de me protéger dans cette maladie. Et donc j'avais bien aimé cette vision. Mmh. Et là, tout récemment, j'ai lu aussi un excellent livre d'un nutritionniste diététicien qui s'appelle Anthony Berthoud et qui est aussi sportif. Et il a écrit, donc, j'ai pas exactement c'est du bon sens dans son assiette. Voilà, du bon sens dans son assiette. Ce que les chasseurs-cueilleurs Ça me euh, dit un truc ça. manger, ouais, Ouais. exactement. Et du bon sens dans son assiette, on retrouve plein de choses qui sont importantes. Par exemple, qu'on peut manger des œufs, consommer des œufs, un ou deux œufs par jour, et ça va pas augmenter notre risque cardiovasculaire. Il a bien étayé un peu il a fait une très belle revue de la littérature scientifique. Il a repris toutes les choses aussi, et Mmh. j'ai beaucoup aimé son livre, D'accord. très bien détaillé. Voilà, et donc voilà, j'aime bien tout ce qui touche nutrition et l'activité physique, bien évidemment. Moi, je suis un ultra trailer, j'adore faire des triathlons, des marathons, et forcément, les sportifs il y a une certaine résilience dans les sports d'endurance où on subit, on a des douleurs, mentalement c'est difficile, Mmh. et il faut tenir, et je trouve que c'est des disciplines qui sont magnifiques parce qu'il faut s'entraîner, faut avoir de la rigueur, et j'aime beaucoup tous ces différentes activités sportives. Ouais. Ah génial. Bah, ça parlera peut-être à nos auditeurs qui pourront se référer à ces différents livres, pour en apprendre un petit peu plus sur les cancers. Je t'ai entendu dire, cancérologie. Est-ce qu'on dit oncologie ou cancérologie du coup? Je sais et quelle est la différence? On dit oncologie. Oncologie, on dit On dit oncologie, oncologie. Après, les gens qui comprennent pas oncologie ou qui n'ont jamais entendu parler, c'est vrai que ouais, cancérologie, c'est ça leur parle ça plus, parle plus. mais on dit oncologue. OK, Ouais, OK. tout à fait. Et est-ce que tu as des ambitions particulières pour ton compte Instagram ou est-ce que tu fais ça juste pour le plaisir sur ton temps libre? Est-ce que tu as pour projet d'écrire un livre? À quoi on peut s'attendre à terme? Alors oui, je pense qu'il y aura Magnifique. un livre par rapport au mode de vie ou les facteurs protecteurs et les facteurs de risque, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un résumé où les gens aiment bien, les personnes qui aiment lire, je pense que c'est complémentaire des réseaux sociaux. Mmh. Donc il y aura ça avec, bien sûr, bien étayé avec une revue de la littérature sur le sujet. Et puis en plus, moi-même, j'aurai du plaisir
à l'écrire, en fait, parce que c'est passionnant Mmh. de pouvoir retrouver tout ça et d'avoir un peu un condensé et avoir comme un petit guide d'information. Pas forcément qu'il faut respecter ça ou quoi que ce soit, mais c'est juste d'avoir l'information, ça nous permet de prendre du recul par rapport à notre mode de vie. Ouais, Donc ouais, je pense que génial. ça c'est un beau projet, mais comme je suis pour l'instant en plein temps dans mon travail aussi au quotidien avec les Mmh. patients, il faut créer des heures, Bien sûr. sans compter l'activité physique que je réalise, mais ça va venir. On va dire que je prendrai mon temps, je ne me mets pas la pression, mais ça va. Ouais, il faut trouver du temps. Bah, tu sais quoi? Quand je le mettrai là, comme ça pour, tous les podcasts, il sera il sera en vue après. Ouais, trop cool et dernière question, c'est une question que j'aimerais bien poser à mes invités parce que chaque fois je fais des liens entre les épisodes comme ça. Si tu avais une personne à me recommander, à inviter sur le podcast en interview, qui est-ce que tu pourrais me recommander, que tu trouves, sympa ou que tu connais particulièrement bien, sur, Instagram? Un créateur, que je pourrais inviter sur le podcast? Ah bien, je pense que pour continuer un peu dans le... Alors, je ne sais pas si tu as déjà invité mon gynéco. On me l'a recommandé, ouais, mais pas encore. J'ai pas encore eu pris le temps de le lui écrire parce que j'ai une liste quand même, considérable de personnes à écrire, mais Moi, j'aime beaucoup et en fait, c'est d'ailleurs mon entourage qui m'a dit: «Mais regarde son compte, c'est très mmh, intéressant». c'est vrai, hein. La vulgarisation, sur, tout ce qui est, la santé, au féminin Mmh. et puis, toutes les questions auxquelles on peut se poser et je trouvais que la manière dont il abordait ou l'angle qu'il a abordé ou avec, la question de ma meuf ou les copines qui posent une question et tout ça, Mmh, mmh mh. c'était super et j'aime beaucoup la personne je l'ai rencontrée, je suis allé, j'ai dû le voir 3 fois déjà à Aix-en-Provence et c'est vrai que c'est une personne, c'est un médecin, que j'apprécie beaucoup, voilà, avec des valeurs et Ah chouette. donc oui, je te le recommande. Eh beh, écoute, je j'avais pas encore pris le temps de lui écrire, mais je le ferai. En plus, j'ai vu que il a reçu un message du président de la République, mais je sais pas encore si c'est un troll ou si c'est pour de vrai, donc ça fera une belle Non, question à non, lui poser. le président l'a félicité par rapport à ce C'est qu'il faisait un sur les vrai message du techniques. coup. Ah ouais, et puis il lui a proposé un challenge de parler de la vaccination contre le human Mmh. papillomavirus et de promouvoir un peu cette vaccination pour diminuer l'incidence des cancers. Mmh. Et voilà, bon, il l'a fait et c'était super. Exceptionnel, ouais, c'est vraiment bien, ouais. Trop cool. Bah, écoute Idriss, je suis arrivé au bout de mes questions. J'espère que ça t'a plu. Bah, beaucoup, moi, j'ai pris du plaisir là, je pense on a étayé un peu pas mal de sujets, hein. Ouais, on a balayé pas mal de sujets, c'était très cool. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié parler avec toi. Reste en 30 secondes, je vais couper le podcast et je te dis au revoir juste après. C'est réciproque et à très vite. À très vite. Les amis, mettez 5 étoiles au podcast et recommandez-moi des créateurs que vous voudriez que j'interviewe dans le podcast. Je les contacterai avec grand plaisir. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour première consultation, à bientôt les amis.